La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, mardi, 3 grandes gueules autour de la table. Maxime Yedot, notre étudiant d'Angers, le docteur de Toulouse, Jérôme Marty, et l'éducateur de la région parisienne, Étienne Liebig. Tout à l'heure, dans les tendances GG, on va vous raconter comment l'UNESCO à Paris a décidé de rhabiller des statues nues. Ça pouvait choquer les visiteurs. Oui, nous sommes en France. Et puis tiens, aussi cette information qui nous a interpellés, c'est d'ailleurs grâce à notre médecin généraliste Jérôme Marty que nous allons en parler. Ce sont ces médecins qui refusent de soigner des patients qui bénéficient de la CMU. Ils sont assez nombreux, ça semble quand même très choquant, on veut comprendre pourquoi, ça sera tout à l'heure à partir de 11h, sans oublier le grand oral de notre copine des sports, Maryse Evan-Gépé, l'ancienne athlète qui revient avec ce livre, qui est un hommage aux grandes gueules du sport, les rebelles du sport, Révolte, très bel ouvrage, où elle revient sur ces sportifs qui à un moment donné ont décidé de devenir aussi des militants. Alors, est-ce qu'ils ont eu raison d'ailleurs? Est-ce qu'il faut mélanger la politique et le sport, le militantisme et le sport? On en parlera avec elle tout à l'heure, ça sera le grand oral à 11h40. Mais pour l'heure, cette grève, cette galère qui continue pour tous ceux qui veulent prendre un train sur l'axe Atlantique, un TGV sur 3 seulement, en cause cette grève sauvage, 200 cheminots en grève, ça perturbe une bonne partie du réseau. Ces cheminots qui ne respectent ni les consignes syndicales, qui n'écoutent pas la direction, est-ce que ce ne sont pas les nouveaux gilets jaunes? Depuis mardi, nous discutons, nous négocions, nous travaillons sur les conditions de travail des agents et malgré ça, le travail n'a pas repris. Aujourd'hui, la revendication des agents en grève, c'est le paiement des jours de grève. Et ça, c'est absolument impossible. Donc on continue à travailler. Là, Cazenave, elle est venue aujourd'hui. Apparemment, elle disait qu'on voulait se faire rembourser des jours de grève. Bon, moi, ça fait 20 ans que je suis là. J'ai jamais été remboursé d'un jour de grève. On est dans le pourparler. Elle nous a pas encore convoqué en table ronde. On attend, tout simplement. Alors, vous avez entendu Madame Cazenave, qui est la patronne des TGV Atlantiques, et puis Karim, qui fait partie des grévistes. C'est vrai que ces grévistes, finalement, ils ont plutôt obtenu gain de cause, puisqu'on a décidé, enfin, la direction a décidé de ne pas appliquer la nouvelle méthode de travail qui avait déclenché ce mouvement de colère, mais visiblement, ça ne suffit pas. Deuxième jour de grève, deuxième jour de pagaille. Comme c'est une grève sauvage, eh bien, il n'y a pas d'organisation, et donc, il n'y a pas de train, ou en tout cas très peu. Jérôme Marty, est-ce que c'est ça, là, finalement, ce qu'on retiendra des gilets jaunes, c'est cette nouvelle méthode? La vraie question, c'est pourquoi on en arrive là? On a un président qui a éparpillé façon puzzle les syndicats, qui a éparpillé façon puzzle. Ils se sont peut-être éparpillés eux-mêmes tout seuls. Aussi, qui a éparpillé façon puzzle les partis politiques et qui se retrouvent aujourd'hui face au peuple. On a des gouvernements successifs qui, par rapport aux grèves, ont joué la stratégie du pourrissement. Je rappelle que quand tu fais grève, normalement, tu vas voir la préfecture, tu vas voir les renseignements généraux, tu déposes ta grève, etc. Et surtout qu'à la SNCF, il y a aussi un dispositif très particulier où chacun individuellement doit se déclarer 48 heures avant. Et le but ultime but d'une grève, c'est de ne pas avoir à la faire, c'est-à-dire de montrer quelque chose de suffisamment puissant et de le concrétiser par son montage pour que le politique t'accueille, discute et que tu en arrives à un accord pour que tu ne la fasses pas. Et ça fait des années que les gouvernements successifs ne font plus ça, laissent faire la grève, et puis laissent passer la grève, et puis une autre, et pourrissement, et ça ne sert plus à rien, et parallèlement, les syndicats s'effondrent. Mais qu'est-ce que se disent les gilets jaunes, comme les gens de la SNCF aujourd'hui? Ils se disent, on va aller directement, sans annoncer, parce qu'il n'y a que ce moyen de gêner les gens. Et les Français sont pris en otage comme ça, et il faut arrêter avec cette dynamique-là, parce que c'est la porte ouverte à tous les abus. À tous les abus. Maxime Yedot. C'est surtout une méthode, je ne sais pas si c'est la méthode gilet jaune, mais en tout cas c'est une méthode qu'on voit partout dans le monde, qu'on se tourne vers le Chili, vers le Liban, ici en France, un peu partout en Europe et même encore en Algérie. Les manifestations comme ça, en quelque sorte, qu'on pourrait qualifier de sauvages pour des raisons différentes. C'est ce qui se passe au Chili. Spontané en fait. C'est ça. Et au Chili, avant c'était organisé, il y avait des appels. Exactement, mais au Chili ça se passe seulement en quelque sorte pour l'augmentation du prix d'un ticket de métro. Et là-bas ça révolte le pays. Au Liban c'est parce que la vie au Chili est un peu plus dure que la vie en France. Bien sûr, mais ce que je veux te dire, si on parlait de la méthode, c'est une méthode en effet, parce que comme le disait Jérôme, en effet c'est la mort du politique. Le problème ici en France, c'est que ça se fait soi-disant pour le peuple sans le peuple. Ici, qu'on le veuille ou non, ces syndicats empêchent une partie de... Là, justement, il n'y a pas de syndicats. Non, mais une partie de ceux, parce qu'ils sont tous syndiqués, ils sont chez Sudrail, etc. Le syndicat n'existe plus, mais c'est ceux qui sont syndiqués qui provoquent ce mouvement. Ceux qui sont syndiqués estiment rendre service au peuple alors qu'ils le prennent en otage, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, les syndiqués... Après, moi je la syndicat, ils courent après. Oui, ils courent après. Non, mais
monde court. Mais c'est pareil aux urgences. L'histoire des urgences. Ce sont des jeunes d'ailleurs plutôt qui viennent d'arriver dans ces services-là, qui ont lancé un collectif. Et derrière, tu as effectivement les syndicats traditionnels, les Prud'hommes, CGT, que tu entends depuis 20 ans, que tu n'entends plus d'ailleurs parce qu'ils disent la même chose depuis 20 ans, et qui derrière sont obligés de se raccrocher au wagon. Mais au début, ce sont des non-syndiqués. Moi, je pense que très rapidement, Étienne, juste pour expliquer, parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand tu montes une coordination ou que tu montes une association qui va lancer une grève et où effectivement le terrain est extrêmement nombreux, au final, qui va discuter pour le terrain? Les syndicats, même s'ils ne représentent plus que 5%, parce que la loi est ainsi faite que dans le paritarisme ou dans les discussions sociales, c'est les syndicats élus qui vont discuter tout ça. pour une manif qu'ils n'ont pas lancée. C'est intéressant de voir qu'on a tout fait pour griller les syndicats. Se sont grillés on a tout fait pour griller les syndicats. C'était là. Et maintenant, il n'y a plus de syndicats. Alors, est-ce que je peux parler ou est-ce que je redis, on a tout fait pour griller les syndicats, pour les allumer, alors que les syndicats, c'était grâce à eux qu'il y avait de la paix sociale, qu'il y avait, bien sûr, mais ils étaient là. Tu peux dire ça ils étaient là pour tenir. Mais t'étais même pas né, mon pote. Non, mais justement, c'est fermé. Tu parles d'un temps qui n'existe plus. Etienne, tu parles d'un temps qui n'existe plus. On est en 2019. Tout le monde a le droit de parler, sauf moi. Je redis. Vous vous êtes fait plaisir en détruisant les syndicats parce que soi-disant moi qui n'étais pas né, je ferais déjà. Moi je me souviens, c'est pas l'inverse, les syndicats copient pas sur les gilets jaunes, les militants copient pas sur les gilets jaunes. C'est l'inverse. Je vous rappelle quand même la manif des Contis, par exemple, la grève des Contis, où justement les ouvriers ont refusé les accords signés par la CGT et ont fait leur lutte par eux-mêmes. C'est bien ce qu'on dit. Et parce que effectivement, les syndicats ont perdu de la force. Ils ont perdu de la force. À un moment, il y a eu un manque de confiance en eux. On a fait une très mauvaise publicité. Et ils en sont responsables pour une grande part. Mais on a fait une très mauvaise publicité. Des gens se sont réjouis de la disparition des syndicats. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de discussion possible à travers des organisations. Et c'est les gens qui sont directement en colère. C'est les gens qui sont directement en colère qui montrent leur colère. Tu dis la même chose. Tu dis la même chose que les dirigeants du Parti Socialiste qui disent non, c'est Emmanuel Macron qui nous a tués. C'est pas nous. C'est pas Macron. Macron, il est arrivé bien après le bordel. Non mais attends. Macron, après le concours de rame d'Aviron d'Étienne, faut quand même expliquer deux choses. Tu dis qu'on leur a fait une mauvaise publicité, mais tu prends ce dont on parle régulièrement ici dans les grandes gueules, les caisses automatiques, les ouvertures le dimanche, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les syndicats? Mais ils ont rien fait. Tu sais pourquoi ils ont rien fait? Parce qu'en plus d'être mauvais, ils ont pas pu venir. Ils se sont pas intéressés, ils ont pas pu venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour tous les nouveaux métiers? Au travail du dimanche, c'est protéger les salariés. Non mais tu me laisses pas finir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour anticiper des livreaux, etc. Ils se sont manifestés les syndicats seulement quand les plateformes. Mais donc c'est bien ce que je dis. Pourquoi ils ont rien vu venir? Parce qu'ils sont mauvais. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on laisse le pouvoir à une minorité, parce que qu'on le veuille ou non, comme tu l'as très bien dit, c'est quelques gens qui manifestent et qui prennent en otage les gens qui veulent bosser. Parce que au cas où on l'oublierait, de quoi? Il y a les gens, je te signale à tout hasard la critique des syndicats, elle remonte pas il y a 5 ans. Mais elle est légitime parce que même les gars qui étaient syndiqués ne se sentaient pas représentés. Les syndicats, ils ont toujours été démolis par les pouvoirs successifs depuis des années. Moi, j'ai toujours connu des paroles qui considéraient pas que les syndicats étaient des partenaires sociaux, mais que c'était des ennemis de la République. Et j'ai toujours entendu ce discours, ça fait depuis très longtemps. Effectivement, les syndicats ont diminué dans les boîtes jusqu'à ne plus représenter qu'eux-mêmes. Et je trouve ça, et aujourd'hui, on paye le fruit de cette destruction systématique. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus des partenaires. Pour revenir à la SNCF, il faut quand même dire que c'est une minorité qui prend en otage. Parce que oui, on n'a pas le droit de prendre en otage. Ils prennent en otage la majorité parce qu'on rappelle quand même que le TGV, il y en a plein qui le prennent. Je veux dire, et moi je connais des gens qui travaillent à Nantes et qui travaillent sur Paris, qui habitent à Nantes, parce qu'on va pas refaire le débat des loyers sur Paris. Donc que ces gens qui se manifestent et qui se battent soi-disant pour le travail, faut pas oublier qu'ils se battent en ce moment davantage pour eux que pour le travail des autres. Le problème, c'est que les syndicats pendant très longtemps ont été forts parce qu'ils étaient faibles en nombre d'adhérents, forts en gueule parce qu'ils étaient faibles en nombre d'adhérents, et extrémistes en quelque sorte politiques dans leurs idées, et c'est ce qui petit à petit les a tués dans une dynamique où tout ce qui est institutionnel se casse la gueule. Les partis politiques se cassent la gueule.
Le parti LREM, ne nous trompons pas, il n'existe pas, les adhésions sont gratuites, ça n'existe pas. Il n'y a pas de parti, réellement. Donc les partis sont tous tombés, je rappelle l'enquête, c'est l'enquête Sevipov d'il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. C'est de leur responsabilité. 9% des Français ne font pas confiance à leur leader politique. 9%, 91%, je veux dire, ne font pas confiance à leur leader politique, seulement 9% ont confiance. Et c'est pareil pour les syndicats. Tout s'est cassé la gueule, tout ce qui est institutionnel se casse la gueule. Moi j'étais une association avant, on est devenu syndicat, dès l'instant où tu deviens syndicat, tu commences à avoir des messages en disant « Ah ouais, mais les syndicats, ça ne nous défend pas, etc. » Ben oui, c'est ça. Le problème, c'est pour ça qu'on... Oui, donc il faut réfléchir au lieu de se défausser sur les autres. Regardez ce que fait l'Allemagne. Il faut déjà arrêter d'allumer les syndicats. Mais non, mais ils se sont allumés tout seuls. Pourquoi ? Pourquoi ils ont pas été bons. Pourquoi Étienne, les syndicats, finalement, en France, ont surtout été forts dans certains bastions du service public et assez peu dans le privé. Pourquoi, contrairement à d'autres pays, comme notamment les pays scandinaves ou l'Allemagne, il n'y a pas eu effectivement des syndicats forts, représentatifs, mais des syndicats de négociation. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le premier syndicat en France, ce n'est plus la CGT, c'est la CFDT qui était plutôt un syndicat de négociation, de concertation, et c'est peut-être ça qui nous manque. Le syndicat réfractaire à tout, il a dégoûté les gens du syndicalisme. Et aujourd'hui, c'est chacun pour sa gueule. Tout le monde a dégoûté. Vous entendez votre discours sur les syndicats? Mais c'est pas un discours de haine, c'est une réalité. Alors si, je vais pas prendre un discours de haine. Je vais parler des syndicats que je connais parce que bon, apparemment dans le milieu étudiant, il y a des syndicats, notamment parlons de l'UNEF, la dérive. Laisse-moi, je vais y venir. Donc le syndicat de l'UNEF, il faut voir, il faut entendre et juste discuter, enfin quand c'est possible, avec l'UNEF. C'est-à-dire que c'est des gens qui passent leur temps à faire des affiches avec des bombes attaques dehors la fac. Donc quand tu arrives à la fac dès 8h du matin, tu te prends les espèces de vapeurs de bombes. Bon, s'il y avait que ça encore et leur café dégueulasse, parce que faut toujours tacler sur le café. Il a toujours été dégueulasse le café à la fac. Non mais qui se battent pourquoi? Qui se battent en permanence pour rien du tout, qui se battent pour leur parti. Je veux dire, la fac, ça fait depuis 3 ans que je suis dans cette fac, que dans un amphi il pleut, que dans la BU quand il pleut, en plein milieu devant les trucs, ça fuit. Ça c'est pas la faute des syndicats, c'est la faute du président de la faculté. L'UNEF se bat au nom des étudiants, au nom de la fac. Et je veux dire, la fac, quand elle est dans des mauvaises conditions, quand tu as des amphis, est-ce que tu vas 20 secondes dans la fac de médecine à Nantes? La fac de médecine à Nantes, il n'y a pas de chauffage. Les élèves, s'ils viennent pas en tenue de ski, ils peuvent pas assurer le four tellement ils se les pèlent. Il y a au moins tous les amphis en étage sont inondés quand il pleut. Ça, je suis désolé, c'est des préoccupations. Je vois pas ce que non, mais parce que les syndicats des étudiants ne se battent aujourd'hui que pour faire de la politique des étudiants. Mais l'année dernière, UNEF, ils se sont battus pour le droit du travail, d'où ça nous impactait. Aujourd'hui, ils se battent pour la retraite, d'où ça nous impactait. L'année dernière, ils se sont battus pour aller manifester avec les cheminots, manifester avec Jean-Luc Mélenchon, manifester avec la CGT. Oui, mais parce qu'ils sont plus représentatifs, l'UNEF. C'est ce que je te dis. En quoi j'ai envie d'adhérer à un syndicat étudiant qui me représente pas? Des futurs cadres du Parti Socialiste. Non mais exactement. Donc excuse-moi d'avoir envie d'avoir des syndicats. Non mais donc excuse-moi d'avoir envie d'avoir des syndicats qui défendent des choses qui concernent ma vie d'étudiant et soit accessoirement. On peut vraiment pleurer sur le fait que les syndicats, on a quand même tout fait. Ils ont peut-être tout fait, mais en tout cas, on a tout fait pour les casser. Qu'aujourd'hui, il nous manque cet engrenage qui était indispensable à la vie sociale et qu'on va vers un bordel infini. Il faut plutôt réfléchir à une nouvelle forme de syndicalisme, plutôt, comme tu le fais Étienne, défendre des syndicats qui aujourd'hui ne sont plus en phase avec la société. Sans doute faut-il oser aborder la possibilité d'un syndicalisme obligatoire. C'est-à-dire que le syndicalisme qui est inhérent et qui est indispensable à la démocratie se doit peut-être de passer par le vote, comme en Allemagne, par organisation. Oui, dans les Länder, c'est différent dans les Länder, il me semble, mais que ce soit obligatoire. Pourquoi? Parce que le nombre crée en quelque sorte la dilution. Et tu as plus des jusqu'au-boutistes, parce que la base en nombre va te mettre des gens qui sont réellement représentants de ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, tu auras un syndicalisme de discussion. Et tu n'auras plus un syndicalisme d'affrontement. Et on pourrait même rajouter une obligation de résultat, comme dans les pays scandinaves. On se met autour de la table, on veut réformer quelque chose et on s'oblige à trouver des solutions entre patrons et syndicats. Et on ne sort pas de la réunion sans qu'on ait trouvé des solutions. Ce qu'en France, on ne fait jamais. On parle de concertation, mais il n'y a jamais véritablement de négociation. Par contre, incontestablement, là où tu as raison, en l'occurrence, c'est que ce soit du côté des Gilets jaunes, puisque c'était le début de ta discussion. L'idée, est-ce que c'est pas une nouvelle façon de contester? Ce qui est vrai, c'est que les partis politiques ont couru après les Gilets jaunes pour essayer de récupérer et que de la même manière, les syndicats courent après les mouvements de travailleurs en essayant de les récupérer et qu'aujourd'hui les gens ont une grande méfiance de la récupération, que ce soit la récupération à gauche ou à droite ou même à l'extrême droite comme on l'a vu avec les Gilets jaunes de récupération et que les gens on ne veulent pas de ça et donc effectivement les gens ont l'impression de parler d'eux-mêmes sans être représentés. Mais c'est un danger démocratique. Pour revenir à ce qui se passe à SNCF,
SNCF. Il y a un risque de contagion du mouvement. Thomas est avec nous au 32-16. Il nous a appelé parce qu'il travaille dans un autre centre de maintenance qui pourrait également se mettre en grève et provoquer d'autres perturbations. On va l'écouter dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi, les grandes gueules. Les grandes gueules autour de la table, l'éducateur Étienne Libig, le médecin généraliste Jérôme Marty, Maxime Liedo, notre étudiant. Tiens, justement, puisqu'on parle de médecine dans un instant, on va revenir quand même sur ces médecins qui refusent de soigner des patients qui arrivent avec la carte CMU, qui bénéficient de la CMU. C'est un sujet que nous a apporté ce matin Jérôme Marty. C'est une enquête qui a été publiée dans Le Monde, qui montre qu'il y a quand même 9% de chirurgiens, 11% de gynéco, 15% de psychiatres qui refusent les patients CMU. Alors ça paraît choquant, on va essayer de comprendre pourquoi. On attend bien sûr vos réactions au 32-16, ça sera tout à l'heure vers 11h05. N'oublions pas les vacances, on vous fait en ces périodes de vacances gagner quoi ? Une semaine de vacances, une semaine bel en bras. De quoi profiter de cette semaine en famille ou entre amis. 58 destinations au choix, à la mer ou à la montagne. Pour jouer et gagner cette semaine bel en bras, vous envoyez GG, les 2 lettres majuscules, au 7 32 16, GG au 7 32 16. Les tendances GG justement. Les tendances GG c'est après, oui. Je sais pas pourquoi je accélère le temps. C'est plus tard. On va. Il a faim. Ça y est, c'est la fin. C'était ma dernière, merci à tous. Ravi d'avoir. C'était un plaisir de vous accompagner. Docteur Marty va s'occuper de moi maintenant. Il m'a trouvé un petit établissement où je serai bien soigné. Discret. Allez, on va au 32-16. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Et on va effectivement revenir sur cette grève SNCF avec cette méthode des cheminots qui rappelle celle des Gilets jaunes. Thomas est avec nous, bonjour. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous nous avez appelé au 32-16, je vous avais un peu oublié, vous avez tout oublié. Vous êtes cheminot, vous travaillez dans un autre centre de maintenance, hein, pas celui qui est en grève, un autre, mais qui pourrait se mettre en grève, c'est ça ? Lequel ? Je préfère pas le dire. En fait, c'est un centre qui traite sur l'international et donc voilà, pour des raisons en fait un peu de confidentialité, voilà, c'est un peu compliqué chez nous en fait. On a eu le cas en fait où, d'ordinaire, ce qui se passe sur les précédents mouvements à peu près similaires, c'est que toutes les rames sont acheminées dans les autres technicentres pour qu'effectivement la maintenance la plus courante puisse être faite assez rapidement et que du coup le mouvement de grève n'ait pas trop d'impact. Et le problème, il s'est produit là, c'est qu'on a eu le cas d'une rame qui est arrivée chez nous et en gros on a obligé les gens qui étaient dessus, Sudrail a obligé les gens qui étaient dessus à descendre. Et donc dans la précipitation, ils ont sorti un tract avec tous les numéros des trains de Châtillon à ne surtout, justement il mentionnait ne surtout pas aller dessus pour ne pas en fait casser le mouvement en solidarité avec les gens de Châtillon. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord quand vous dites que c'est un mouvement qui ne vient pas des syndicats. Les syndicats, ça fait notamment Sudrail et CGT, mais c'est surtout Sudrail en fait qui pourrit le mouvement les techniciens de maintenance depuis plusieurs années. Et en fait, du coup, les agents se sont sentis effectivement en mode gilet jaune, tout à fait comme vous le disiez. Et aujourd'hui, il faut casser, il faut détériorer, il faut ne pas aider en fait l'entreprise. En fait, on est clairement là-dedans en fait aujourd'hui. Pourquoi en est-on arrivé là ? Parce qu'on a quand même souvent dit que la SNCF, entreprise publique, était quand même co-dirigée. Il y avait certes un président, mais les syndicats avaient quand même leur mot à dire et que cette co-gestion qui a d'ailleurs existé au sein de l'Éducation nationale, on voit bien qu'on arrive au bout de cette co-gestion et qu'aujourd'hui, pour se faire entendre, on est obligé d'utiliser des méthodes un peu sauvages. Attention, il faut bien faire le distinguo en fait entre ce qui se passe en technicentre de maintenance où vous avez des agents d'exécution qui ne votent pas forcément pour les mêmes syndicats qu'une partie de la direction. Voilà, aujourd'hui, vous avez une base qui vote majoritairement CGT Sudrail, une autre base en direction qui vote majoritairement UNSA CFDT. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, le principe de cogestion n'existe plus réellement. Donc, en fait, pour se faire entendre, on pense qu'il faut utiliser les méthodes les plus radicales. Exactement, parce qu'en fait le truc c'est qu'on achète la paix sociale, notamment dans les technicentres, pour éviter ce qui se produit aujourd'hui à Châtillon, et vous êtes tombé sur un directeur d'établissement qui est pour des problèmes, pour des soucis à juste titre, ce qui peut se comprendre, de productivité, a décidé de mettre les pieds dans le plat et a voulu effectivement supprimer des jours de repos à certains agents. J'ai une question. Oui. On parle de service public. La SNCF, c'est payé par tout le monde, même par ceux qui ne prennent pas le train. C'est le principe d'un service public. Je suis pas
convaincu que ce qui se passe là, depuis 2 semaines, parce que déjà il y a eu la grève la semaine dernière, ça renforce le lien entre cette entreprise publique et les usagers. Parce que autant les usagers ils peuvent comprendre quand il y a des grèves liées à la sécurité, etc., que ces grèves sont préparées, qu'on essaie quand même de trouver des transports de substitution, un minimum de service minimum. Là, le côté sauvage, où on arrive le matin sur le quai de la gare avec les enfants pour partir en vacances ou pour aller bosser, et que finalement on n'a aucune solution, on n'est plus dans du service public. Oui, enfin attention, hein, les gens qui sont en grève en ce moment, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas vu un client. Hein. C'est les gens qui sont en technicien de maintenance. Ah oui, on voit pas un client en maintenance en fait. Voilà, c'est un peu comme si vous emmenez votre voiture dans un centre de maintenance pour une réparation. C'est pas la même personne qui va vous encaisser, qui va vous prendre le rendez-vous, et la personne qui va vous changer les pneus. Attention, on parle pas de la même chose. Hein. Jérôme Marty, il y a un risque d'embrasement ? En tout cas, il y a un risque au grand n'importe quoi. C'est ça la vraie chose. Si on ne redonne pas, si on ne recrée pas un vrai dialogue social, si on ne rencontre pas les gens, parce que tous ces mouvements sont connus, je veux dire, les problématiques sont connues de la part des responsables politiques. Donc si on ne discute pas des problèmes sociaux avant qu'il arrive ce genre de choses, comme les syndicats aujourd'hui sont... Même si vous dites qu'ils sont à la base, pour certains, en tout cas pour la SNCF, dans le fait général, ils sont affaiblis. Et dans le fait général, l'exemple qu'a montré les Gilets jaunes, c'est qu'on pouvait bouger sans eux. Et de plus en plus, on aura comme ça des mouvements qui vont surgir, d'on ne sait où, sans qu'on soit prévenu, et qui vont prendre les gens en otage. Donc il faut vraiment, avec un risque de violence, un risque, mais bien sûr, un risque de tension, de violence, etc. Donc il faut, de la part du politique, quel qu'il soit, qu'on remette. Le politique semble larguer aussi. Oui, mais il faut qu'on dialogue. Il faut le dialogue social. On n'a plus de dialogue social dans ce pays. Ce que disait. Dialogue avec qui ? Tu dis même que les syndicats sont plus représentatifs. Ce que disait, on va aller voir chacun. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il faut petit à petit changer le syndicalisme certainement, mais en tout cas en amont de l'expression des problèmes par le terrain, il faut discuter des problèmes. Je remercie Thomas d'avoir pu tu disais tout à l'heure que ce n'est plus un service public. Bien sûr que non, c'est même un sévice public, la SNCF. Un sévice public. Oui, surtout qu'aujourd'hui, ils disent non mais regardez, on a quand même d'autres solutions. Il y a les Blablacar, il y a même les bus. Mais sachant que je suis dans Blablacar, c'est pas l'entreprise SNCF. Non mais surtout, parce qu'ils disent, ils justifient le fait de prévenir de la grève en disant il y a plein d'autres choses, notamment les bus. Mais le problème en plus de ce genre de grève, c'est que ça impacte les plus précaires, puisque les bus et les Ouigo, les fameux trains justement à prix très très bas pour faire de grands trajets, ils ont quintuplé leur prix. Donc hier pour faire Angers-Paris, on payait 99 €, plus cher qu'en train, moins pratique, plus long. En bus ? Bien sûr en bus, un Ouibus 99 €. Angers-Paris, c'est juste absurde, surtout que ils nous déposent à Paris à la Défense, donc on n'est pas non plus au cœur de Paris. Vive la privatisation. Mais non, la privatisation dans le fond ne changera rien. Si, évidemment. C'est le système, hein. mais ça c'est pas le problème. C'est le système des compagnies aériennes. Donc ça pose un vrai problème. Dès qu'il y a une compagnie aérienne, dès qu'elle voit qu'il n'y a pas de concurrence en face, elle met mais là, la concurrence, c'est pas comme si il y allait avoir justement, c'est pour ça qu'on doit défendre notre service public. Oui, mais c'est pour ça qu'on doit défendre notre service public. Mais là, il se comporte plus comme un service public. Quand il y aura la privatisation, sur les lignes où il n'y aura pas de concurrence, les boîtes privées nous mettront le total. Hein. C'est déjà le cas. Tu as remarqué quand même que c'est très cher sur les lignes qui ne sont pas concurrencées par Air France. Le problème, le truc aussi qui est quand même incroyable, c'est la concurrence qui fait baisser les prix en général. On fait semblant de découvrir les problèmes. C'est-à-dire que le système qui fait qu'il y ait un seul type dans le train qui gère la conduite, etc. Ça fait des années que ça existe. Regardez la dernière fois qu'on a eu une discussion ici avec Anas qui relevait le problème des fameux dodanes avec les barrières et les passages à niveau. Mais combien de fois ici on a abordé des rapports que la SNCF se faisait un malin plaisir exprès à chaque fois de mettre dans un tiroir, mais ils manifestent également pour ça. Ça fait combien de temps qu'on entend parler? On ne règle pas les problèmes, on mais on ne règle pas les problèmes, surtout que c'est pas nouveau. Donc en fait, on s'acharne en partie sur évidemment les cheminots parce que c'est eux qui nous bloquent, mais il y a quand même aussi une immense responsabilité des responsables politiques et des responsables de la SNCF, dont était d'ailleurs l'actuelle ministre des Transports pendant des années. Je rappelle que maintenant elle fait la révolution, mais elle était quand même au poste à la SNCF pendant des années, et ça fait des années qu'on nous parle des trains qui ne sont plus à jour, des lignes qui ne sont plus à jour. Tu vois bien, Maxime, qu'on est au bout d'un système à tous les niveaux. Et tout à l'heure, tu disais très justement que le mouvement était mondial, parce que effectivement, partout, en Espagne, ailleurs, partout, les gens sont arrivés au bout. On est arrivé au bout d'un système avec un véritable changement de civilisation et d'une civilisation qui se termine et une autre civilisation qui est en train d'arriver. Et dans cette nouvelle civilisation mondialisée
quoi qu'on veuille et quoi que les gens qui parlent de la France, en fait, la France, c'est 1% de la population du monde et elle est aujourd'hui intégrée dans un système global qui fait qu'effectivement, nos anciens systèmes sont en train de se casser la gueule et que les gens ont peur de ce qui est en train d'arriver, que ce soit du côté d'ailleurs du communautarisme ou de la façon dont vont se gérer aujourd'hui, le travail, l'insatisfaction des gens, le fait de se sentir écrasé dans son travail, le fait de ne pas se sentir soutenu. Et finalement, Macron, il accompagne ça. Il s'est fait élire là-dessus d'ailleurs, comme il a dit qu'il allait changer les choses. Il accompagne ça, et effectivement, c'est quelque chose de très dur parce que ça nous touche tous. Je remarque que ça touche quand même beaucoup le public parce que qui sont aujourd'hui les plus énervés, c'est les agents de l'État en fait. Donc c'est ceux de la SNCF, c'est les agents hospitaliers, ce sont les policiers, ce sont les profs. Donc là, pour le coup, il y a une responsabilité de l'État qui, en France, on a un État omniprésent, c'est notre modèle. C'est notre modèle. On veut que l'État s'occupe de tout. Le privé est peut-être déjà au 21e siècle, alors que nous, on est encore au 20e. L'État s'occupe de tout, donc c'est quand même au chef de l'État, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, et d'ailleurs il a été en partie élu pour ça, hein, les problèmes, on voit bien qu'il n'y arrive pas, en tout cas pas forcément complètement. L'exemple de la médecine, de l'hôpital et donc des urgences en particulier est symbolique de ça. Enfin, ça fait des mois et des mois qu'on a une crise qui se développe, on a plus de 300 services qui sont en grève actuellement, on a un hôpital qui va monter en ligne en solidarité avec les urgences et la ville qui va certainement rejoindre aussi la chose parce que toute la médecine est en crise. Tous les problèmes qui sont soulevés par les gens du terrain qui ont mis en avant cette réforme, ce mouvement-là, ils sont connus depuis des années. On en parle depuis des années dans les grandes gueules. Avec eux. Pourquoi en amont on le fait pas? Non, on laisse s'enquister les choses, on laisse se développer encore une fois. Et c'est ça qui explique la chute des syndicats et de tout. C'est que le politique à chaque fois joue la carte du pourrissement. Et c'est une erreur. Moi je pense pas. C'est que le politique souvent il est désarmé. Il a peur. Il n'est pas laissé tout ça. Si souvent un politique n'a pas le courage. Il n'a pas le courage de le faire. Ça d'accord. Il n'a pas toujours une majorité. Il n'a pas toujours un soutien et il n'a pas toujours les idées. Écoutez, regardez l'opposition aujourd'hui. Ils n'ont rien d'autre à foutre que excusez-moi de parler comme ça, mais de trouver de nouvelles idées, puisqu'ils sont plus au pouvoir. Est-ce que vous avez au Parti socialiste, est-ce que vous avez au Parti socialiste chez les Républicains et deux partis d'opposition? Il y a le voile chez les Républicains, il y a l'écologie chez le Parti socialiste. C'est pas une nouvelle idée l'écologie. Sur la médecine, il n'y a pas de meilleur expert. Il n'y a pas de meilleur expert des problèmes hospitaliers et médicaux que les gens qui sont sur le terrain et les patients qui vivent la médecine. À la place de ça, on continue à laisser le pouvoir décisionnel aux politiques administratifs. C'est une erreur. Michael est avec nous, 32-16. Bonjour Michael. Bonjour à tous. On parle de ce mouvement de grève à la SNCF, la méthode gilet jaune plutôt que la méthode traditionnelle syndicale. Oui, c'est le souci, c'est ce que je mets dans mon message en fait. Le problème pour moi, c'est que en fait le premier mouvement de grève à la SNCF, il a eu lieu en 1947. Et depuis, il ne s'est pas passé une seule année où on n'a pas eu un mouvement de grève. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation et je trouve que les syndicats n'ont pas su se renouveler et n'ont pas su trouver des idées pour faire valoir leurs idées à eux. Et peut-être parce que dans cette entreprise, c'est un mode de fonctionnement, et je mets la direction là, dans le bain, un mode de fonctionnement qui est devenu archaïque. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il faut inclure aussi la direction. Je pense que direction et syndicat, la SNCF, il faut revoir la façon dont ça fonctionne. Oui, c'est ça. Et puis le dialogue surtout, parce que je pense qu'aujourd'hui on dialogue plus. Dès qu'il y a un problème, hop, on fait une grève, on fait un mouvement et on va dans la rue. Et aujourd'hui, c'est ce qui agace un petit peu tous les usagers. Parce que pourquoi les usagers aujourd'hui ne partagent plus les idées des syndicats, c'est parce que ils en ont trop abusé. Mais vous voyez, à la SNCF, c'est une boîte où on a énormément embauché de cadres, par exemple. Je ne sais plus combien ils sont à la communication, etc. Et donc, on a peut-être oublié les gens du terrain, qui sont ceux d'ailleurs qui sont à la maintenance, etc. Ceux qui sont vraiment au charbon, j'ai envie de dire. Et on est dans une entreprise qui s'est déconnectée peut-être un peu du travail de cheminot, qui a fait des choses bien, parce qu'à la SNCF, il y a des vraies réussites, la politique commerciale, le TGV, etc. C'est quand même plutôt une fierté, le TGV français. Mais derrière, on a peut-être oublié l'essentiel du métier qui est de réparer un train, de le faire fonctionner, de le faire arriver à l'heure. C'est ce que veut le client avant tout. Non, mais dans la fonction publique, tout le monde devient cadre. C'est un véritable. Non, mais ça, c'est un véritable. C'est la culture problème. Des petits chefs partout. Tu vas dans les villes
qui n'est pas la fonction publique, mais la fonction territoriale. Au bout d'un moment, tout le monde passe l'examen pour devenir cadre. Et au bout d'un moment, ils deviennent cadres. Et alors, on rajoute un cadre. Et à la limite, à la fin, tu te retrouves dans des services où il y a 18 cadres, où il y a 2 pauvres connards sur le terrain. Et comme il n'y a plus de fric pour les payer, en plus, on prend des gens non diplômés pour le faire, parce qu'on prend des stagiaires pour aller sur le terrain et bosser, pendant que les mecs sont cadres et donnent des ordres. Et comme chacun veut justifier son salaire, ils n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule les uns les autres pour celui qui va être le vrai cadre des 2 pauvres types qui bossent. C'est ça, c'est vrai partout. C'est vrai partout. Et c'est un vrai souci de la fonction publique. Alors les gens, il suffirait de mieux payer les gens qui sont à la base, qui sont sur le terrain, qui sont sur le terrain, pour qu'ils aient envie et qu'ils restent sur le terrain. Et ça vaut pour les enseignants aussi. Chercheraient à devenir cadre. Non mais Étienne parle d'argent, mais c'est quand même le principal problème dans notre pays. Tu parles l'argent, il y en a. Policiers. Non mais c'est le problème. C'est-à-dire qu'on est formidable. Je veux dire que ce soit n'importe quel ministre qui s'occupe d'un secteur nous dit on n'a pas de pognon, mais c'est dingue. Les impôts n'ont jamais été aussi hauts. La dette, on n'en parle même pas. On est en train de se faire bouffer, mais c'est pas grave. On nous dit que les impôts baissent alors que c'est faux. La dépense publique n'a jamais été aussi importante. Exactement. Et à côté de ça, on trouve quand même le pognon pour changer le parc automobile de l'Élysée et les ordinateurs. Alors pardonnez-moi l'idée d'être démago ici, mais je veux dire comme quoi, l'argent quand on le veut réellement, quand on veut réellement, non seulement on l'a, mais ensuite on le trouve. Merci Mickaël, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules d'avoir appelé au 32-16. Merci pour votre témoignage. Dans un instant, comme promis, les tendances GG. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.